Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette émission hebdomadaire préparée par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague International. Encombrant est le mot qui vient à l'esprit en lien avec la figure de Napoléon et notamment avec les récentes commémorations du bicentenaire de sa mort. Cette question a beaucoup divisé en France, mais qu'en est-il en République tchèque ? La République tchèque où s'est déroulée une des plus célèbres victoires napoléoniennes. Anna Kubišta s'est rendue à Austerlitz, que les Tchèques connaissent mieux sous le nom de Slavkov, et ce, pour évoquer la fameuse bataille du 2 décembre 1805, mais aussi ces questions mémorielles qui font grincer des dents dans l'Hexagone. À Slavkov, petite bourgade située à une 30aine kilomètres de Brno et à 2h30 de route de Prague, on vit Napoléon, on mange Napoléon, on dort Napoléon. Enfin presque. En temps normal, il est possible de déjeuner au restaurant Bonaparte, d'aller savourer une douceur à la pâtisserie aux 3 empereurs ou encore de passer la nuit à l'hôtel Napoléon. Tous les ans, début décembre, et lorsque la pandémie n'avait pas bouleversé les vies et les habitudes, des milliers de passionnés débarquent des 4 coins de l'Europe, parfois même de contrées bien plus lointaines, pour assister à la reconstitution de la célèbre bataille, voire même y participer en tant que figurant. En 2005, le bicentenaire de la bataille avait été boudé par le président Jacques Chirac, qui avait quand même dépêché sa ministre de la Défense, Michel Alliot-Marie, à la cérémonie organisée en grande pompe à Slavkov. Et c'est devant le château à la façade ocre au centre de la commune que nous retrouvons Martin Raja, historien et spécialiste de l'histoire napoléonienne locale. Nous nous trouvons dans la cour du château de Slavkov. Le château a été construit au XVIIIe siècle dans le style baroque. On dit que c'est Versailles qui a servi d'inspiration à l'architecte. Martin Raja nous sert de guide au château de Slavkov, son lieu de travail, ainsi que sur le site de la bataille d'Austerlitz où se sont affrontés en 1805, à la faveur de 9 heures de combat, les armées des 3 empereurs, la grande armée de Napoléon Bonaparte contre les forces coalisées de François Ier d'Autriche et du tsar Alexandre Ier. Tak Slavkovský zámek hostil všechny 3 císaře, kteří bojovali u Slavkova, proto se také říká. Le château de Slavkov a accueilli ces 3 empereurs qui ont combattu à Slavkov, Austerlitz. Le jour précédant la bataille, François Ier d'Autriche et le tsar Alexandre ont dormi ici. Le lendemain de la bataille, le 3 décembre, c'est Napoléon qui s'y est installé. Il y est resté 3 jours. Il y a rédigé notamment des lettres à son frère Joseph et à sa femme Joséphine, en France, où il explique qu'il va dormir dans ce beau château du prince de Kaunitz. Il n'était pas seul, évidemment, il y avait ses généraux et environ 350 soldats. C'est au château qu'il a prononcé ses célèbres discours. A měl tady také ty zásadní projevy po bitvě. En cette fin avril 2021, un air de printemps qui se fait bien attendre cette année rend cette visite encore plus spéciale. Officiellement, à ce moment-là, tous les musées, galeries et monuments historiques étaient encore fermés pour cause de pandémie. Les salles du château sont vides et encore glaciales de l'hiver écoulé, comme la grande salle d'apparat dont Martin Raja ouvre les portes. Nyní vstupujeme do největšího sálu Slavkovského. Nous entrons dans la plus grande salle du château de Slavkov. C'est ici même, le 6 décembre 1805, après la bataille d'Austerlitz, que le traité d'armistice a été signé entre les empires français et autrichiens. Côté français, c'est le maréchal Berthier qui l'a signé, et côté autrichien, le prince de Liechtenstein. Il y a sans doute eu des célébrations aussi par la suite, même si nous n'avons pas de documents attestant comment cette victoire a été fêtée. Par contre, nous avons le texte d'un régisseur du prince de Kaunitz qui décrit comment les soldats français se sont avérés tout particulièrement friands du garde-manger et très intéressés par la salle d'armes où ils se sont largement servis.
Il semblerait que le maréchal Soult était tellement apprécié le château qu'il est reparti avec 85 peintures. Aujourd'hui, la visite du château ne fait pas l'économie de la pièce où se trouve un lit où Napoléon aurait dormi. En réalité, cela tient plus de la légende puisqu'il est fort probable qu'il ait dormi comme à son habitude sur son lit de camp. Une chose est sûre en tout cas, c'est depuis le balcon de la façade principale du château qui s'ouvre sur un grand jardin à la française orné de fontaines et de statues que le plus célèbre des Corses a proclamé un de ses discours passés à la postérité. Après la bataille d'Austerlitz, c'est sur ce balcon que Napoléon s'est adressé à ses troupes rassemblées dans le parc du château. C'est là qu'il a prononcé avec un certain sens du pathos ces fameuses paroles « Soldats, je suis content de vous, mon peuple vous reverra avec joie » et il vous suffira de dire « J'étais à la bataille d'Austerlitz » pour que l'on réponde « Voilà un brave ». Je prendrai position le premier. Parce que je vais obliger les Russes et les Autrichiens à livrer bataille là où je leur ai décidé. Nous occuperons les hauteurs, bien sûr. Je vous reconnais bien là, Colincourt. Parce que vous êtes marquis que vous ne pouvez pas vous empêcher de vouloir toiser les gens de haut. Sire, tous les manuels militaires s'accordent pour affirmer que la meilleure position pour livrer bataille est sur les hauteurs. Enfin, ceux qui ont écrit ces manuels n'étaient pas là où nous sommes aujourd'hui. Au fait, où sommes-nous? Austerlitz, sire. Eh bien, messieurs, Austerlitz donnera donc tort au manuel char, monsieur de Colincourt. Ces braves que célébra Napoléon après la victoire, ils étaient pourtant en infériorité numérique et logistique face aux troupes impériales d'Autriche et de Russie. Sur le lieu de la bataille même, situé à une quinzaine de kilomètres du village de Slavkov-Austerlitz, ce sont plus de 65 000 soldats français qui s'apprêtent à affronter jusqu'à 90 000 hommes du côté des forces de la troisième coalition. Nous offrirons les hauteurs à nos adversaires cette fois. Je vais leur laisser occuper le plateau de Pratzen. Pour qu'ils puissent mieux fondre sur nous? Non, pour qu'ils croient pouvoir fondre sur nous. La route de Vienne, mes amis, que nous contrôlons. Alors essayons de nous placer du point de vue de l'ennemi. À votre avis, à quoi va-t-il surtout consacrer ses forces? À reprendre cette route et nous couper de nos arrières. Bien vu de l'ennemi. Qu'ils essaient seulement. On va se mettre en travers de leur chemin et les empêcher de passer, avant même qu'ils aient pu faire un pas. Non, là c'est moi qui t'arrête, Murat. Cette route, nous allons leur faire croire que nous l'abandonnons. Nous allons faire mine d'être effrayés par la puissance de feu ennemi et nous reculerons. Ce qui encouragera l'ennemi à avancer. Mais pour avancer, il devra dégarnir en partie le plateau de Pratzen. Napoléon recourra notamment à la ruse pour faire croire à ses adversaires que ses forces sont encore bien moindres. En ce début décembre où le paysage vallonné de la Moravie du Sud alterne entre pluie et neige dans une atmosphère brumeuse, la météo joue aussi un rôle non négligeable à la fois d'un point de vue stratégique et pour le moral des troupes côté français. Une météo qui forgera aussi la légende napoléonienne. Toto je kopec Žuráň, vlastně původní Napoleonovo velitelské stanoviště. Nous nous trouvons sur la colline de Juran, le premier poste de commandement de Napoléon. C'est de là qu'il a dirigé le début de la bataille d'Austerlitz. Les forces françaises étaient concentrées dans les environs de la colline, notamment dans la vallée de Zlatý potok. Les Autrichiens et les Russes, eux, se trouvaient en face, sur la colline du Pratzen. Le 2 décembre 1805, des brumes matinales recouvraient la vallée, seuls les sommets des collines en émergeaient. D'un côté celle de Juran et de l'autre celle du Pratzen. La grande armée s'est retrouvée dissimulée par la brume, tandis qu'il était possible de voir les forces russes et autrichiennes dans la lumière du soleil levant aux alentours de 7h30. C'est le fameux soleil d'Austerlitz qui a permis à Napoléon d'estimer que la situation évoluer selon ses espérances. Protivníka Napoleon si mohl ověřit, že situace se vyvíjí tak, jak si představoval. Au dit brouillard, sire. Bienheureux brouillard, au contraire. Il empêche les Russes et les Autrichiens de repérer nos positions et de voir nos régiments se rassembler dans la plaine. À toi de jouer, Davout. Profite de cette brume pour te rapprocher au plus près du corps d'armée de Kutuzov. Très bien, sire. Et moi, sire. Donnez-moi 10 minutes et je m'empare du plateau de Pratzen. Eh oui, Soult, j'y compte bien. Attends seulement que la brume se dissipe. Le soleil va sortir, je le sens. Il va venir, on se connaît bien, le soleil et moi. Et le soleil, maintenant? Mais
Le brouillard était pour le piège. Le soleil sera pour la victoire. Indéniable stratège et considéré comme le fondateur de l'État moderne, peu de personnages historiques sont aussi clivants que Napoléon, notamment en France, car il est aussi celui qui a rétabli l'esclavage, mis à mal les acquis des femmes pendant la Révolution française, et également l'homme qui a entraîné les Français dans une politique expansionniste qui lui sera fatale. Mais qu'en est-il de la vision de Napoléon dans les pays tchèques qui se sont retrouvés aux premières loges de ses ambitions de conquête? Tak Napoleon patří mezi nejznámější historické osobnosti v České republice. La perception de Napoléon en pays tchèque a beaucoup changé au fil du temps. Sous la monarchie austro-hongroise, elle était plutôt négative. Les témoins de la bataille étaient souvent encore en vie, puis leurs descendants et tous entretenaient le souvenir des souffrances de la guerre. Plus tard, la période des guerres napoléoniennes a été mise en avant par le prêtre catholique Alois Slovák, mais davantage dans une perspective de piété et de commémoration des morts. C'est à lui qu'on doit la butte de la paix qui commémore les soldats tombés au combat et les blessés. Et tout change évidemment avec la fin de la Première Guerre mondiale et la création de la Première République tchécoslovaque. V meziválečném období, kdy Československo se orientovalo na spojené. Dans l'entre-deux-guerres, la Tchécoslovaquie est alliée à la France. On a donc tout intérêt à trouver des points communs dans l'histoire. La période des guerres napoléoniennes est ainsi utilisée. À Slavkov, on commémore alors cette époque via une exposition en 1931. Exposition très visitée et soutenue par des hauts représentants tchécoslovaques et français. Même le président Masaryk est venu voir cette exposition. Des jeux napoléoniens ont également été organisés. Nouveau retournement de situation après l'arrivée au pouvoir du Parti communiste en 1948. Napoléon devient alors persona non grata, un personnage qu'on ne doit en aucun cas célébrer, voire pas du tout commémorer, et si oui, alors plutôt pour ses aspects négatifs. Donc, à ce moment-là, la vision des élites devient très négative, notamment à cause de l'invasion de la Russie par Napoléon en 1812. Il a été désigné comme l'Adolf Hitler du XIXe siècle. Tant l'administration que la police communiste ont empêché la tenue d'expositions ou l'organisation d'événements mémoriels. En République tchèque, où la mémoire napoléonienne a suivi la courbe sinusoïdale des régimes politiques en place, on en connaît donc un rayon sur la récupération historique. En France, l'idée même de commémorer le bicentenaire de sa mort n'a pas échappé à la polémique, mais pour Martin Raya, il faut se garder des controverses partisanes alimentées par la récupération politique des personnages du passé. Domnívám se, že právě On ne devrait pas célébrer les personnages historiques, mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus les oublier. Je pense qu'une forme de commémoration est tout à fait de mise. Les personnages historiques ont de multiples facettes. Il faut les envisager dans leur entièreté, voir leurs côtés positifs et négatifs. Il faut essayer de les comprendre de la manière la plus objective possible sur la base de faits et de documents historiques. En cela, les historiens ont un rôle irremplaçable. Les hommes politiques voient les choses d'une autre façon. Ils plaquent sur les personnages historiques leur vision personnelle, leurs idées politiques ou leurs émotions. Ils ne connaissent souvent pas toutes les facettes de la personne et cela peut conduire à une sorte de déformation. Vědět o všech stránkách té osobnosti a potom může docházet k nějakým zkreslením. Direction maintenant la Manche. À côté de Jersey et Guernesey se trouve une petite île, moins connue, l'île de Sercq, peuplée par seulement quelques centaines d'habitants. La langue que ceux-ci parlent depuis des siècles, le serquier, est une variété de langue normande en train de disparaître avec ses derniers locuteurs. Mais un jeune linguiste tchèque, Martin Neuderfel, a pour ambition de sauver le serquilier qu'il a appris et enseigne désormais aux jeunes insulaires. Au micro d'Alexis Rosenzweig, Martin Neuderfel a d'abord décrit en 3 mots l'île de Sercq qu'il a découverte pour la première fois en 2016. Magnifique, joli, sauvage. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout, on est donc dans la Manche, ça fait partie des îles anglo-normandes. Comment est-ce qu'on y arrive? Par bateau, le seul lien est par bateau, par Guernesey. Ouais. Guernesey.
D'accord. Est-ce que C'est Guernesey en français? Je suis Non, pas sûr. c'est Vraiment. Jersey et Guernsey. Ouais, parce que en sarkais, c'est Guernesey. Guernesey. Ah! Et la première fois que vous avez entendu parler de Sarkey, c'était quand? Le même jour que je suis arrivé en Sark. Et je crois que la dernière fois, en tout cas, que j'ai lu une de vos interviews, il restait 4 locuteurs de Sarkey sur l'île. Oui, Où est-ce oui, qu'on c'est en est vrai. aujourd'hui? Quand je suis arrivé en Sark, il y avait 7 locuteurs natifs, mais seulement 4 étaient capables de participer. Et voilà, aujourd'hui, nous n'avons que 4 derniers locuteurs. Est-ce que vous enseignez en ce moment à des enfants par Internet? Ouais. Une fois par semaine, par Skype. Et combien est-ce que vous avez d'enfants? 7 John, on dit John en sarkais. 7 John. Jeune, ouais, exactement. Ouais. Quel âge est-ce qu'ils ont? Entre 9 ans et 13 ans. Est-ce que ça a été difficile au début de nouer le contact? Un jeune Tchèque qui arrive comme ça pour enseigner la langue d'origine aux habitants locaux? Pas du tout. J'étais reçu avec aucun problème. C'était vraiment génial. Très ouvert. Alors j'espère que cette année, je pourrai retourner en cercle. Ouais. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes là-bas? Est-ce que vous enregistrez encore ces derniers locuteurs? Comment vous faites pour sauver cette langue? Oui, effectivement, j'enregistre tout ce que mes locuteurs me disent et c'est vraiment fatigant pour eux parce que on enregistre vraiment tout et ça prend une consultation peut prendre, je sais pas, 1 heure, 12 heures. Alors c'est vraiment exigeant, mais mes locuteurs sont absolument pro. Alors on fait tout ce qu'on peut et on enregistre tout. Et je suppose qu'ils sont âgés, ces derniers locuteurs? Ouais, 80 ans, 90 ans. Et dans quelle mesure est-ce que le sarkais est différent des dialectes et des langues parlées sur les autres îles? Il y a le gérier aussi à Jersey. Est-ce que c'est très différent? Assez, on peut dire assez. Le sarkais est vraiment spécifique. Le sarkais est assez archaïque et on ne peut pas vraiment comprendre un locuteur sarkais si on parle le normand, dialecte normand, parce que c'est trop archaïque pour un locuteur normanophone. Mais si nous parle, pardon, c'est sarkais, pardon. Si on parle le sarkais, on n'a pas de problème de comprendre ce que, par exemple, une personne de Guernesey dit en normand de cette île. Alors, il y a une compréhension générale, mais il faut être préparé pour le fait que c'est cette variante, que c'est ce dialecte. La première phrase que vous avez apprise avait rapport avec une partie intime de votre corps et un chien. Ouais. Une chon, un mordi dans mon tulle. Alors, quand on entend comme ça, on a un peu l'impression, c'est peut-être Vous comprenez? Oui, mais un réflexe peut-être très français, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça ressemble au français québécois. Est-ce que c'est possible? Oui, on peut dire, parce qu'il y a beaucoup de diphtongues en québécois, mais le québécois, et c'est pas, j'admire le français québécois, alors, mais le québécois c'est un mélange de plusieurs dialectes. Alors, si on veut, on peut trouver quelque chose qui est lié au normand dans le québécois. Mais le sarkais, c'est vraiment c'est quelque chose d'unique.
C'est ainsi que s'achève cette émission préparée par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague International. Merci de votre attention et à très bientôt.